Bonjour, bienvenue dans ce webinaire dans lequel nous allons aborder le management de l'éco-conduite. Je m'appelle Stéphane Gérard, je suis chargé de mission pour le programme EVE dans le dispositif Objectif CO2 dans les régions Grand Est et Franche-Comté. Bonjour à tous, je suis Arnaud Adelski et je suis chargé de mission pour l'animation du programme EVE et en particulier des dispositifs Objectif CO2 et EVECOM chez EcoCO2 et je m'occupe pour ma part de la région Hauts-de-France. Alors au nom de toute l'équipe d'EcoCO2 et de toute l'équipe du programme EVE, nous tenons à vous remercier pour votre présence dans ces conditions compliquées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations d'ordre technique pour ce webinaire. Pour tout souci son, image, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton Aide qui est en haut à droite de la fenêtre avec le diaporama. Le support de conférence, il est disponible immédiatement en téléchargement. Vous avez un petit nuage qui apparaît à droite du diaporama. Il est un petit peu caché là, voilà, vous pouvez cliquer dessus donc, pour le télécharger. Et après, le replay sera envoyé par mail et disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, plusieurs moyens différents d'accéder à ce webinaire. Pendant la conférence, vous aurez certainement des questions sur ce qu'on vient de voir ou sur le sujet en général. S'il vous plaît, n'écrivez pas vos questions dans le chat, mais utilisez l'onglet qui est juste à côté du chat, questions. Et enfin, on vous fera un petit sondage en fin de conférence pour continuer de nous améliorer sur l'animation de ces webinaires du programme EVE. Alors nous avons décidé de faire ce webinaire et un deuxième la semaine prochaine parce que la conduite est au cœur des métiers du transport et celle-ci est un vrai levier, en tout cas un des leviers les plus forts sur lequel il est possible d'agir pour faire des gains économiques et environnementaux. Alors c'est aussi une démarche qui va fédérer et qui va impliquer toutes les composantes de l'activité de l'entreprise. On va retrouver tous les services qui vont pouvoir être concernés, l'exploitation, la maintenance. C'est une démarche qui va prendre en compte l'activité même de l'entreprise, les parcours parcourus et bien sûr le matériel avec tous les types de véhicules, tous les équipements qui concernent le parc de véhicules, donc les remorques, les bâches, les pneumatiques vont être concernés. Et puis bien sûr le maillon le plus important dans cette démarche, ce sont bien sûr les conducteurs qui sont finalement les seuls maîtres à bord. Donc faire de l'éco-conduite un outil de management va donc aider votre entreprise à mesurer ses résultats et à augmenter ses gains économiques et environnementaux d'une façon concrète et significative. Nous vous proposons donc de monter à bord pour une présentation d'une trentaine de minutes dans laquelle nous aurons trois parties. D'abord, les principes de l'éco-conduite, un petit rappel, et puis ses avantages pour l'entreprise de transport, quels sont les bénéfices qu'on en retire. En deuxième partie, nous ferons un focus sur la formation à l'éco-conduite et les outils de suivi de la performance de conduite des conducteurs. Et en troisième partie, nous développerons le management proprement dit de l'éco-conduite, à savoir comment communiquer sur l'éco-conduite et le suivi de la performance, et comment inscrire l'éco-conduite dans l'ADN de l'entreprise à travers les incitations pour inscrire dans la durée les bons comportements. Durant cette présentation, nous aurons également le plaisir de vous diffuser le témoignage vidéo d'un expert de la formation dans le secteur du transport et en particulier en ce qui concerne l'éco-conduite. Il s'agit de Michel Lenoy, qui est directeur de la formation au sein du groupe Mauffray, qui répondra donc par vidéo à deux questions que nous lui avons posées. Passons tout de suite à la première partie, qui aborde les principes et les avantages de l'éco-conduite pour l'entreprise. Alors, merci Arnaud. Alors, si nous voulons définir d'une manière simple l'éco-conduite, on peut dire que c'est une conduite économe et écologique et qui améliore la sécurité routière. Effectivement, c'est une conduite souple qui va entraîner moins d'usure et moins de litiges marchandises. C'est une conduite qui va permettre une utilisation optimisée du moteur et des équipements de conduite du véhicule, à la fois le régulateur, le ralentisseur, les corolles, etc. Et c'est aussi une conduite qui va se faire à une allure régulière, sans excès de vitesse et sans relance surconsommatrice. Donc, c'est une conduite qui réduit à la fois la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les émissions de polluants atmosphériques.
Alors, pour maintenir une vitesse constante, il faut le plus possible appliquer les principes de l'écoconduite. Et le premier de ces principes consiste à anticiper sa conduite. On peut dire même que l'anticipation est le principe clé de l'écoconduite. En effet, adapter sa conduite au trafic et au relief du parcours va permettre d'éviter des freinages et des accélérations inutiles, comme à l'approche d'un feu ou dans une descente, par exemple. Cette technique qui consiste à porter son regard le plus loin possible du véhicule, le plus loin possible devant le véhicule, est importante car elle va aider le conducteur à prendre les bonnes décisions au moment de sa conduite. Et de cette manière, les distances de sécurité seront plus facilement respectées et aussi, il va pouvoir participer à la régulation du trafic, donc notamment dans les zones de ralentissement. Le deuxième principe dans l'écoconduite est de toujours bien utiliser l'énergie cinétique du véhicule. Alors, les systèmes qui permettent d'utiliser l'inertie du véhicule, on les appelle éco-roll, efficient-roll, opti-roll, sont des noms qui vont changer en fonction des constructeurs, vont permettre d'activer l'embrayage dans les descentes et de désaccoupler la boîte de vitesse du moteur. Donc, cela va permettre sur la même distance au véhicule en mode roue libre, entre guillemets, de perdre moins de vitesse qu'en utilisant le frein moteur. Celui-ci va utiliser sa propre inertie pour avancer, et le moteur au ralenti ne consommant que 2 litres à l'heure, le camion ne doit pas alors consommer autant d'énergie en fin de descente pour reprendre sa vitesse de croisière. C'est donc globalement plus économique en carburant et les gains sur un même parcours peuvent être importants. Donc un premier principe, l'anticipation, un deuxième principe, l'énergie cinétique, et le troisième principe est le fonctionnement lié au couple moteur. Effectivement, pour maintenir une vitesse constante, le moteur doit tourner dans son bon régime. Si le conducteur a une boîte manuelle ou semi-pilotée, il doit donc respecter les différentes zones d'utilisation du moteur et utiliser à bon escient les équipements de son véhicule. Arnaud donc va maintenant nous présenter les bénéfices pour l'entreprise. Merci Stéphane. On a effectivement une démarche ici, l'éco-conduite et son management par l'entreprise, qui présente de très nombreux avantages. Les premiers bénéfices auxquels on peut penser sont les bénéfices économiques. L'éco-conduite permet d'économiser du carburant. Moins de carburant, le carburant c'est 25 à 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est consacré aux achats de carburant, donc c'est énorme pour l'entreprise. Et on estime que les gains moyens de l'éco-conduite sont de l'ordre de 6% selon l'avancement de l'entreprise dans la mise en œuvre de cette démarche. 6% du chiffre d'affaires qui est économisé, ça représente de 1 à 2 points de marge en plus pour l'entreprise. Donc, c'est des gains qui sont vraiment déjà spectaculaires. Mais ce n'est pas le seul gain économique. En matière d'économie, l'éco-conduite, c'est une conduite qui va permettre d'user moins de véhicules, que ce soit les pneumatiques, les disques, les plaquettes de frein. Donc, on a déjà là aussi un deuxième vecteur d'économie qui est vraiment substantiel. Et enfin, l'éco-conduite a une conséquence très positive, c'est qu'elle réduit la sinistralité. Donc, moins d'accidents, moins de conséquences des accidents et notamment de retard de livraison, voire de problèmes avec les clients à régler qui représentent des budgets conséquents. Je vais vous donner un ordre d'idée. Un pneumatique crevé, en moyenne, le coût pour l'entreprise est entre 1 500 et 1 600 € pour l'entreprise. Deuxième nature de bénéfice, c'est pour ça qu'on est là, nous, sur l'animation du programme EVE, c'est qu'on a des bénéfices environnementaux. Moins d'émissions, moins de consommation de carburant, moins de freinage, ça implique moins d'émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et moins d'émissions de polluants atmosphériques. COV et NOx qui sont directement liés à la consommation de carburant brûlé, et les particules fines qui sont à la fois liées à la consommation de carburant et puis au freinage, très gros émetteurs de particules. Troisième gain pour l'entreprise, c'est qu'on a des bénéfices sociaux. L'éco-conduite, elle améliore la concentration des conducteurs, mais c'est effet vraiment très important également. On a des conducteurs qui sont plus détendus, et donc c'est un très bon outil de réduction du stress des conducteurs. Et puis ça apporte une dimension supplémentaire au métier du conducteur. Un conducteur qui va s'auto-challenger pour améliorer sa performance, son comportement de conduite, sa consommation,
J'ai entendu parler de conducteurs qui essaient de faire durer leur pneumatique le plus longtemps possible. Ça apporte quelque chose de vraiment très intéressant et qui vient compléter leur métier de manière très utile. Dernier point, en conclusion, l'éco-conduite, un peu comme la réduction de la vitesse de pointe, ce qu'on appelle le bridage de la vitesse, 85 ou 80 km/h, eh bien, ce ne sont pas des actions qui font perdre du temps. Loin de là, en fait, on est sur des actions qui, à minima, vous permettent de livrer dans le même délai à vos clients et bien souvent ont des conséquences positives, même y compris dans la gestion du temps. Donc, on est plutôt sur un gain de temps que sur une perte. Maintenant, je vous propose de reprendre avec Stéphane sur le contenu, les différentes manières de former à l'éco-conduite et comment suivre la performance de conduite des conducteurs. Bien, merci Arnaud. Donc, les modalités de formation à l'éco-conduite. Alors, pour rappel, les objectifs d'une formation à l'éco-conduite sont d'adopter une conduite rationnelle et économique, bien sûr, et d'adapter le comportement qui en découle à un contexte exigeant pour une sécurité toujours plus optimum. Alors, auprès de qui, former les conducteurs? Donc, l'entreprise qui souhaite se lancer dans un programme de formation à l'éco-conduite va avoir différentes possibilités. Et la première va être de passer par un organisme de formation. Alors, à ce moment-là, elle peut faire la formation en extérieur, c'est-à-dire en inter-entreprise au sein même du centre de formation, ou alors en intérieur, au sein même de l'entreprise, où là, à ce moment-là, un formateur du centre de formation se déplace dans l'entreprise pour former les conducteurs. L'avantage dans ce type de démarche, c'est que ça limite forcément les pertes d'exploitation. Enfin, en fait, ça coûte beaucoup moins cher par rapport à ça. Et puis aussi, l'avantage, c'est que le conducteur travaille et est formé sur son véhicule habituel, dans ses conditions habituelles de conduite. La deuxième possibilité est d'avoir donc une formation qui va être assurée par un formateur interne, de disposer d'un conducteur référent qui lui-même va former les conducteurs de l'entreprise. Idéalement, ce formateur a lui-même un agrément d'un centre de formation et il connaît parfaitement bien les contraintes des conducteurs dans l'entreprise et connaît bien aussi le type de parcours dans les activités de chacun. Et puis, une dernière possibilité est d'avoir recours à une formation assurée par le constructeur, qui s'apparente plutôt à une prise en main du véhicule dans le cas d'une acquisition d'un nouveau véhicule, pour bien apprendre toute la technologie embarquée du véhicule. Et dans ce type de formation, souvent, un apprentissage à l'éco-conduite est associé et qui est souvent et de plus en plus de bonne qualité. Donc, on distingue trois façons de procéder, en tout cas dans les types de formation. On a une formation initiale à l'éco-conduite, une formation régulière, et puis un troisième type de formation qui va être beaucoup plus complet et qu'on appelle donc le management de l'éco-conduite. Alors, ces trois solutions, sont reprises dans notre catalogue d'actions qui sont proposées dans la charte objectif CO2. Donc, la première formation à l'éco-conduite va concerner plutôt les nouveaux entrants, les nouveaux embauchés. Elle va se faire tous les 3 à 5 ans. La formation régulière à l'éco-conduite va être une formation qui va se faire plutôt tous les ans, voire tous les 2 ans. Et puis, le système de management à la performance éco-conduite, là, va être beaucoup plus complet. On va retrouver donc la formation tous les ans avec des actions qui vont être associées à ce plan d'action pour garantir à long terme donc l'intégration de l'éco-conduite dans le comportement des conducteurs. Alors, comme on peut voir sur les graphiques là qu'on a sur la diapo, qui sont issus de nos fiches actions, on voit bien que lorsque l'entreprise se lance dans un plan d'action, on a des gains qui sont significatifs. On le retrouve là, on voit bien dans les pics. Par exemple, la première formation à l'éco-conduite, on peut y associer 3% de gains.
une formation régulière à la co-conduite va pouvoir amener jusqu'à 6% de gains. Et puis, un système de management à la performance va, lui, pouvoir aller jusqu'à 10% de gains au niveau de la consommation. Donc, c'est très intéressant. Et dans le schéma de droite, là, vous voyez, le système de management va permettre de combler les pics et justement de limiter les pertes qu'on peut avoir lorsque les habitudes de conduite reviennent un peu trop rapidement. Donc, c'est important justement d'avoir un suivi de ce type-là au sein de l'entreprise. Alors, comment se déroule habituellement une formation à l'éco-conduite? Généralement, elle se déroule donc en 3 parties. Le schéma qui apparaît là sur le plan là qui apparaît sur cette diapositive est celui qu'une entreprise doit suivre si elle veut bénéficier d'un financement dans le cadre des certificats économie d'énergie. Donc, on retrouve une première partie qui est une partie théorique dans laquelle les conducteurs vont pouvoir être sensibilisés aux enjeux de la conduite, à qui on va rappeler la gestion des risques routiers. Enfin, ça va être une formation donc faite en salle pour bien expliquer toute la théorie de ce type de conduite. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie qui va être la formation pratique, où là, il va y avoir un premier parcours qui va être réalisé dans une conduite normale. Voilà, le conducteur va conduire comme il le fait habituellement, et le formateur va donc bien prendre note de sa façon de conduire. Et puis, un deuxième parcours va être fait dans les conditions en éco-conduite, où là, il va y avoir sur un logiciel embarqué toute la mesure des écarts qui va être faite avec le premier parcours. Ensuite, une dernière partie qui s'apparente à un débrief, où le formateur va pouvoir comparer les 2 types de conduite et expliquer les bons résultats, enfin en tout cas les résultats que peut avoir le conducteur sur ces 2 types de parcours. Donc maintenant, nous allons avoir le témoignage donc, de M. Launois, qui est responsable de la formation au sein du groupe Maufray. Et donc, il a répondu à 2 questions que nous lui avons posées sur l'éco-conduite. Ce n'est pas la bonne formation, c'est pas la bonne vidéo. On a un petit souci technique. Voilà. Quels sont les bénéfices que j'ai pu constater à la suite du déploiement d'actions en faveur de l'éco-conduite dans mon entreprise et dans celle dont je suis la formation? Dans le groupe Maufray, pour parler de quelque chose que je connais bien, par retour d'expérience, depuis 1997, date de la mise à place en interne de notre démarche éco-conduite, on a vraiment constaté clairement une nette amélioration sur le comportement de nos conducteurs au volant, ainsi que sur la baisse de la consommation. Un deuxième point, l'un des axes de force de l'éco-conduite, c'est l'anticipation. Aller chercher les informations loin, devant, agir sur sa conduite, ne pas la subir, génère automatiquement plus de sécurité, moins d'action sur les freins, et par effet ricochet, une usure moindre des pneumatiques. Donc, moins de sinistralité, moins de litiges marchandises, et moins de passages aux ateliers. Un troisième point, les médias nous informent régulièrement des ravages liés au dérèglement climatique, ce qui commence tout doucement à créer, dans une certaine partie de la population, dont se trouvent nos clients et aussi nos conducteurs, entre guillemets, une sensibilité écologique. Pour certains, travailler ou être en lien avec une entreprise qui affiche clairement sa position dans la mise en place d'une politique liée à la réduction de rejets commence à créer un lien. Aujourd'hui, un lien timide, mais de plus en plus affiché dans l'avenir, ça j'en suis convaincu. Quels sont les meilleurs conseils que je pourrais donner à une entreprise qui souhaite mettre en place un management à l'éco-conduite? J'y vois 4 points clés. En interne, dédier une personne aux actions de formation en lien avec l'éco-conduite.
pas tout le monde, une personne. Affichez régulièrement vos résultats. Suivez régulièrement vos indicateurs et faites intervenir la personne dédiée, celle que vous avez dédiée aux actions de réduction de consommation, dès qu'un comportement déviant est identifié. Et un dernier point, c'est le point clé, intéressez les salariés en fonction de leurs résultats. On reprend maintenant ce témoignage sur le suivi des indicateurs. Donc, effectivement, comme le dit Monsieur Launois, c'est important de pouvoir suivre la performance des conducteurs et à travers donc comment fait-on donc pour suivre la performance? On le fait à travers des indicateurs qui vont être issus des outils de mesure pour évaluer le comportement de conduite des conducteurs. Alors, ces outils de mesure sont basés sur des données collectées généralement via la télématique embarquée du véhicule. On peut peut-être avancer la diapo. Voilà. Donc, des indicateurs, comme on peut le voir là sur cette diapositive. Alors, le principal indicateur, bien sûr, on va retrouver la consommation en litres au 100 km, évidemment, mais pas que. On va retrouver aussi d'autres indicateurs de distance, à la fois, par exemple, le pourcentage de distance parcourue avec un régime moteur adapté, pourtant le pourcentage d'anticipation, la distance de freinage, le nombre de coups de frein. Et tout ça donc va permettre de définir une note de conduite qui va être donnée sur 10 ou sur 100 et va être suivie d'une façon, en fonction de l'organisation qui peut être définie dans l'entreprise, d'une façon mensuelle à minima. Ça peut être aussi hebdomadaire, voire pourquoi pas quotidien. Alors avec quels outils suivre ces indicateurs? C'est important de déterminer la note de conduite, comme on a vu, et un rapport de conduite va être édité par un logiciel de télématique embarqué, si cela est possible, qui va donner donc des indications sur les points d'amélioration et des comportements de conduite. Donc là, dans cette diapositive, on voit quelques exemples, dans celle qui suit, des exemples de graphiques qui vont aider le formateur à analyser la conduite. Donc le premier, ce graphique-là montre un suivi sur quelques semaines de quelques indicateurs de mesure du comportement de conduite. On y retrouve les heures de fonctionnement du moteur, véhicule à l'arrêt. Pour rappel, une heure de fonctionnement du moteur véhicule à l'arrêt est égale à 2 litres de carburant consommé. 1 litre de carburant de gasoil consommé est égal à 3,16 kg de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc tout ça fait que bien suivre les indicateurs et bien mesurer la performance vont justement permettre d'aller chercher des gains. Donc suivre la progression dans le temps avec le conducteur est très intéressant. Et justement, les graphiques suivants là qu'on va voir sont des graphiques hebdomadaires qui vont permettre de comparer les indicateurs de conduite par conducteur. Ce sont des outils très utiles pour un formateur à l'éco-conduite. Bien sûr, leur interprétation doit être pondérée en fonction de l'activité et des trajets de chacun des conducteurs. Ils permettent toutefois d'établir des tendances générales et d'identifier les leviers d'amélioration pour orienter les conseils donnés collectivement aux conducteurs. Donc cela nous amène à voir maintenant comment l'éco-conduite peut s'inscrire dans l'ADN de l'entreprise. Et pour cela, Arnaud va nous présenter la partie qui concerne la communication et l'incitation. Ça marche mieux si je mets mon micro. Merci Stéphane. Alors oui, communiquer, informer les conducteurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que mesurer la performance de conduite n'a de sens que si ça permet d'améliorer ce qu'on cherche à améliorer ici, c'est-à-dire la performance de conduite. Du coup, la question se pose, qu'est-ce qu'on doit communiquer aux conducteurs et sous quelle forme? Alors, on doit a priori tout communiquer au conducteur. Vraiment, c'est ce qui donne le meilleur résultat. Tout ce qui le concerne lui directement.
Les indicateurs liés à sa consommation moyenne, eh bien, effectivement, on a des conducteurs qui, aujourd'hui, suivent leur consommation moyenne, de même avec les outils qui sont mis à leur disposition dans le camion ou par l'entreprise, tous les jours. Sur les outils, les indicateurs de performance de la conduite, idem. Si vous avez des outils de télématique embarqués qui vous remontent les indicateurs qu'on a listés tout à l'heure, le pourcentage de distance qui est parcouru en utilisant l'inertie du véhicule, le pourcentage de distance parcourue en freinant, voilà la consommation toujours, le nombre de coups de frein par heure, etc. Tous ces indicateurs, c'est intéressant que le conducteur puisse y avoir accès. Alors la manière dont l'entreprise va les utiliser, est-ce qu'elle va les agréger sous forme du scoring éco-conduite ou de la note de conduite, ou les donner de manière individualisée, c'est le choix de l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui, elles, n'ont pas accès à la télématique embarquée, que ce soit parce que leurs véhicules ne sont pas équipés d'une prise FMS, c'est le cas souvent des VUL aujourd'hui, ou parce qu'elles n'ont pas acheté de logiciel de télématique embarquée, de solution de télématique embarquée, ou qu'elles n'aient pas acquis l'option qui permet de sortir ces données. C'est des choses qui sont possibles. Dans ce cas, il y a d'autres indicateurs qui sont j'ai envie de dire, convergents avec les indicateurs d'éco-conduite qui donnent un regard, même si c'est un peu par le côté, sur la qualité de la conduite. L'accidentologie est un très bon indicateur qui permet de mesurer un bon éco-conducteur. A priori, il y a très peu de sinistres. Et l'usure des freins, notamment le suivi de l'usure des pneumatiques et des plaquettes de frein, donne un bon aperçu du style de conduite du conducteur. Après, il est toujours possible, même si vous n'avez pas de logiciel d'éco-conduite, d'aller chercher avec la mallette constructeur, tous les mois si possible, ces données pour pouvoir faire un suivi, donc en se passant de la télématique embarquée. Ça représente du temps, et donc c'est à l'entreprise de voir si l'investissement dans la télématique embarquée n'est pas, en plus de ces autres fonctionnalités, un bon investissement pour l'entreprise. Alors, sur la communication, voilà quelques exemples de ce qu'on voit dans les entreprises, ce que font les entreprises. Une première pratique courante, c'est d'afficher sur site, donc dans les locaux de l'entreprise, le classement des conducteurs par note de conduite. Ou même si ce n'est pas un classement, dans ce cas vous avez un ordre alphabétique par exemple, chaque conducteur va retrouver sa note de conduite ou son scoring éco-conduite du mois, associé à sa consommation moyenne. L'affichage de la consommation moyenne, ça c'est vraiment un très bon outil. Il y a plein de manières de le faire. Ce qui est très intéressant, c'est que le conducteur connaisse la sienne, qu'il voit également la consommation moyenne des autres conducteurs, du groupe de conducteurs qui a une activité similaire à la sienne, par exemple, et puis de voir en cumulé la consommation moyenne de l'ensemble des conducteurs de l'entreprise. Et puis, dernier élément de comparaison vraiment très intéressant, c'est voir par rapport à l'objectif que fixe l'entreprise pour l'année, si elle le fait, ce qui est une bonne pratique, comment il se situe. Donc, comment se situe la moyenne de tout le monde, comment lui se situe et par rapport à cet objectif. Exemple, l'entreprise a défini un objectif de 30,5 litres au 100 sur l'année, et là, il voit que sur le mois de mars, avril, on est sur une consommation moyenne qui est à 30,7. Eh bien, on est à 0,2 de l'objectif. Donc, poursuivons nos efforts, on n'est pas loin. Alors, tout à l'heure, Stéphane évoquait ce qu'on appelle le rapport d'éco-conduite. Un rapport d'éco-conduite, c'est un outil très puissant qui est souvent disponible dans les options des logiciels de télématique embarquée, qui permet d'avoir l'ensemble des indicateurs de conduite sur un mois, avec consommation et autres indicateurs, le cumul de ces indicateurs, ou plus exactement le suivi sous forme de tableau mensuel ou hebdo sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qui permet de voir l'évolution, très utile, très important, très révélateur. Et puis ça permet également, ces rapports d'éco-conduite, souvent ils donnent de manière rédigée, des leviers d'amélioration de la performance de conduite du conducteur, les points sur lesquels il peut améliorer sa conduite. Réduire l'utilisation du moteur tournant alors que le véhicule est à l'arrêt, par exemple, c'est quelque chose qu'on revoit souvent même chez les bons éco-conducteurs, ou bien, par exemple, utiliser plus l'anticipation, réussir à être plus souvent, voilà, commencer à lever le pied plus longtemps avant l'obstacle. Voilà, c'est le genre de conseils qui seront émis dans ce rapport d'éco-conduite. Et pas mal d'entreprises aujourd'hui envoient ce rapport avec le bulletin de salaire au conducteur. Elles s'appuient également dessus, sur ce rapport, lors de points individuels réguliers avec les conducteurs. Alors, on dit souvent, quand un conducteur commence à réappuyer un peu trop sur l'accélérateur, ou voilà, on parle de comportement de
de mauvaises habitudes qui reviennent, souvent le formateur, le moniteur va retourner le voir, mais c'est intéressant de faire un point régulier, quoi qu'il arrive, y compris quand la performance s'améliore. C'est intéressant, c'est valorisant. Et puis, ça peut être un bon outil pour accompagner l'entretien individuel d'évaluation et de formation, en particulier quand l'entreprise a inscrit le sujet de l'éco-conduite dans la fiche de poste, par exemple. Alors justement, les incitations. Il y a 3 grands types d'incitations qui permettent de favoriser la prise en compte des demandes de l'entreprise en matière d'éco-conduite par les conducteurs. Il y a les incitations financières, les 2 premiers, qui sont donc les primes et les challenges, et puis il y a un 3e type qui sont des incitations non financières. C'est une organisation des idées un peu simpliste. Allons voir un peu de quoi il s'agit. Beaucoup d'entreprises mettent en place ce qu'on appelle des primes ou des challenges en matière d'éco-conduite. Alors, il existe plein de primes dans les entreprises. Les primes éco-conduite sont en général liées à l'atteinte d'un scoring ou d'une note d'éco-conduite. Moi, je préfère le terme de score que le terme de note, parce que tout ce qui va rappeler l'environnement scolaire ou être considéré, perçu comme infantilisant par les conducteurs, ça n'aide pas à les responsabiliser. Donc, on utilisera du coup pour fixer ces primes un objectif à atteindre en matière de note, de score d'éco-conduite, ou un objectif en matière de progression. Souvent, ces objectifs ils sont liés également à une atteinte d'une conso. C'est un objectif qui doit forcément être individualisé compte tenu du matériel et de l'activité du conducteur. Ce sont des primes qui sont versées totalement ou partiellement en fonction de l'atteinte des objectifs. Et parfois, ces primes constituent une part d'une prime plus globale dans laquelle on va avoir d'autres indicateurs comme le présentéisme, des indicateurs de qualité, etc. Alors, est-ce que les primes, ça marche? Ça, c'est une question qui est vraiment pas facile. Ça marche, oui et non. Ça dépend vraiment comment les primes sont présentées. Il y a un risque de démotivation et il y a plein d'exemples que ce soit sur ce domaine ou dans d'autres, qui montrent que quand l'entreprise arrête de verser des primes ou quand on arrête de verser l'incitation financière, eh bien, on a un retour à un comportement initial, voire des effets pervers. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, puisqu'on en parlera la semaine prochaine. Deuxième manière d'inciter les conducteurs avec des incitations financières ou des cadeaux, ce sont les challenges. Alors, le challenge, l'idée est un peu plus bon enfant. L'idée, c'est que pendant 2, 3, 4 mois, parfois plus, voire plusieurs fois par an, on lance une sorte de concours interne à l'entreprise. Et l'idée, c'est d'atteindre un objectif. Donc, un challenge, il peut être individuel. On se met un peu les uns contre les autres et c'est les meilleurs qui gagnent. Ou bien on fait du inter-équipe, ou bien on fait contre soi-même avec une idée qui est la progression, ou bien on fait tous ensemble. Tous ensemble, l'idée, c'est d'atteindre collectivement un objectif. Il y a plein de manières différentes de pondérer. L'idée, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui est offert aux participants quand l'objectif est atteint. Ça peut être des smart box, ça peut être des chèques cadeaux, ça peut être de l'argent, ça peut être un repas, ça peut être un voyage. Il y a vraiment plein de manières de le faire. Alors, est-ce que ça marche? Bien, là aussi, oui et non. Tout dépend. Il y a des biais. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui gagnent? Dans le challenge individuel, c'est pas facile. Donc, je connais bien une entreprise de ma région qui, par exemple, fait un trimestre la meilleure performance et le trimestre suivant la meilleure progression. Malgré tout le monde n'a pas le même esprit de compétition. Et du coup, il y a des conducteurs qui vont jouer le jeu et d'autres que ça ne va pas du tout intéresser. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne mieux quand le point clé du challenge n'est pas une carotte, c'est un peu péjoratif, mais c'est l'idée, mais qu'on met vraiment en avant, non pas la récompense à la fin, mais l'objectif en lui-même. C'est-à-dire le sens que ça représente, et pour l'entreprise, et pour les conducteurs individuellement, de réduire leur consommation et d'atteindre une meilleure performance, sachant que tout est entre leurs mains. La majorité de la performance est entre leurs mains, puisque à comportement de conduite différent, on peut avoir des gains qui vont jusqu'à 10%. Alors, d'autres formes d'incitation existent. Déjà, la reconnaissance non financière. Je l'évoquais tout à l'heure sur l'entretien régulier ou l'entretien individuel d'évaluation et de formation. On a besoin, pour être heureux dans le travail, de plusieurs choses. D'avoir du sens, si possible du collectif, et enfin, d'avoir de la reconnaissance. La reconnaissance, la première, c'est le salaire, bien sûr, mais pas que. Pas que, il y a beaucoup d'autres manières de reconnaître un salarié. Notamment, il faut reconnaître régulièrement sa compétence et son investissement.
Et donc, le management d'éco-conduite, c'est une occasion de renouer ce dialogue avec chaque salarié individuellement pour d'objectifs très concrets. Je l'évoquais tout à l'heure, on peut inscrire l'éco-conduite dans la fiche de poste et le contrat de travail, ce qui rend du coup beaucoup plus lisible et pour l'entreprise et pour le salarié, le fait d'avoir des attentes sur ce sujet-là. Enfin, je dis enfin, non, il y a encore deux points. L'implication de chaque conducteur est d'autant plus forte que le projet est plus large que l'éco-conduite seule. La charte Objectif CO2, qui a mis plusieurs grands axes d'action dans son catalogue d'action, et demande au moins une action sur chacun de ces axes-là, véhicule, carburant, conducteur, donc avec l'éco-conduite, et puis organisation des transports. C'est un cadre très intéressant pour les entreprises parce qu'il permet de travailler sur l'ensemble des leviers en même temps pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'empreinte environnementale de l'entreprise. Et ça permet d'avoir, avec cette marque forte, un discours très cohérent et un engagement dans la durée qui va donner un cadre pour que l'implication des conducteurs puisse s'épanouir. Il existe dans les incitations qui ne sont pas financières, mais qui représentent une gratification malgré tout, une pratique que j'ai trouvée intéressante, qu'on a souvent rapportée, qui est le fait que les véhicules les plus récents sont attribués aux meilleurs éco-conducteurs. Voilà, c'est une manière de récompenser ceux qui font le plus d'efforts. Après, il existe certainement beaucoup d'autres incitations non financières. Nous vous posons cette fois-ci la question, est-ce que dans votre entreprise, vous avez mis en place des gratifications de cette nature, des incitations non financières, que ce soit des outils de communication, des concours, des manières d'inciter les salariés? Ça nous intéresse beaucoup, et si vous avez des réponses à ça, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à nous les communiquer dans le chat. Alors, on va passer à quelques mots de conclusion. Alors effectivement, pour conclure, on peut dire donc bien sûr que le conducteur est le seul maître à bord. Il doit bien prendre conscience qu'on attend de lui donc une maîtrise des techniques de l'éco-conduite. Et pour cela, il faut que lui soient fournis tous les éléments clés pour réussir. C'est-à-dire être formé, avoir une évaluation de sa consommation principalement et de tous les indicateurs qu'on a pu voir, avoir un bon entretien bien sûr de son matériel, et puis que les performances qu'il peut avoir lui soient communiquées le plus souvent. Finalement, les principes de l'éco-conduite sont très simples, sont plutôt clairs, font souvent appel à du bon sens, et c'est la mise en application au quotidien et dans la durée de ces principes qui est bien sûr plus compliquée. Il reste quelques questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Alors, faut-il favoriser l'émulation entre conducteurs? Quel sens donner aux primes liées à la performance de conduite? Comment donner du sens? Et comment motiver les conducteurs pour favoriser l'intégration de l'éco-conduite dans leur comportement à long terme, que ça devienne quelque chose de complètement acquis? C'est des questions compliquées, et pour y répondre, on a demandé à Xavier Bribois, qui est un chercheur en psychologie sociale, spécialiste des changements de comportement en matière de mobilité, de venir nous aider. Donc, il interviendra la semaine prochaine sur cette même plage horaire, et j'aurai le plaisir de lui poser quelques questions, puisqu'il nous fera une brève présentation, et puis ensuite, ça se passera sous forme d'interview. Et puis, bien sûr, vos questions viendront compléter le propos. Alors, question auxquelles nous allons bientôt répondre en ce qui concerne notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, notez bien que vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le webinaire de la semaine prochaine. On a également un prochain webinaire, on en a un tous les mois, donc celui de mai aura lieu le 12 mai, de 14h30 à 15h toujours, et le sujet, ce sera le combiné rail-route, donc un état des lieux et un retour d'expérience sur sa mise en œuvre, avec Marlène Fine, notre collègue référente de Fred 21 au niveau national chez EcoCO2, puis notre collègue Véronique S, qui est chargée de mission pour la région Aquitaine. Avant de passer au sondage, eh bien, nous prenons vos questions. Je ne sais pas s'il y a une page pour les questions. Il n'y a pas de page pour les questions. Alors, on va lire quelques questions. Alors, la première qui nous vient, c'était Jérôme Bouvier qui nous posait la question: l'enjeu de compétition est-il bénéfique entre les conducteurs? Eh bien, vraiment, ça dépend de l'entreprise. Tout le monde, c'est certain, n'a pas le même esprit de compétition.
On peut tout à fait induire un peu d'émulation comme ça en ayant des bénéfices. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça ne soit pas dans un esprit bon enfant. Vraiment, ça, c'est ce à quoi il faut être attentif. Et donc, en fait, ça dépend beaucoup de vos équipes et de la relation que vous avez avec eux. De manière générale, moi, mon conseil en termes de management, c'est plutôt favoriser des challenges d'équipe, tous ensemble contre un objectif, ou pour un objectif, plutôt que de mettre de l'émulation avec de la compétition. Mais là, vraiment, c'est en fonction de la sensibilité du chef d'entreprise. Stéphane, peut-être que tu prends la deuxième? Oui, alors je vois une question qui fait référence aux formations FCO de la part de Tariel Chameroy. Il y a des discussions pour réduire le temps de formation FCO. Ceci va à l'inverse de ce que vous annoncez. Ne faut-il pas rendre obligatoire l'éco-conduite? Oui, alors effectivement, hein, on peut faire la remarque que dans les FCO, il y a bien une formation, un module de formation à l'éco-conduite. Alors, les différentes études, en tout cas, ce qui ressort de ces formations-là, c'est que justement, ça n'a pas la même efficacité que les formations, les véritables formations à l'éco-conduite faites en organisme de formation. Et certainement que oui, ça engage que moi, mais peut-être que oui, il faudrait rendre obligatoire l'éco-conduite, certainement dans le cadre des formations FCO, en tout cas les rendre beaucoup plus efficaces, parce que je crois que ça dure pas très longtemps, quoi, dans le type de formation. Je pense que ça rejoint le propos liminaire que tu disais hein, sur le fait qu'il ne faut pas confondre une formation FCO et des formations éco-conduite telles qu'elles sont aujourd'hui prestées souvent. Je pense que ce qui est vraiment essentiel hein, dans les formations éco-conduite, c'est que ce soit sur le véhicule du conducteur. Et je crois que c'est quelque chose qui est difficilement faisable dans les FCO, sauf quand on a en interne un formateur qui peut faire et la formation d'éco-conduite et les FCO, ou en tout cas un service formation. Et ça, c'est plutôt vrai à partir d'une certaine taille d'entreprise. Donc, voilà, je dirais que le sujet, c'est pas tellement éco-conduite dans la FCO ou pas. C'est important que tous les jeunes conducteurs qui commencent ou ceux qui ont leur FCO aient des notions d'éco-conduite. Mais ce qui est très important, c'est de faire une formation sur le véhicule que va conduire le conducteur. Parce que si on a un véhicule gaz, si on a un véhicule boîte automatique, selon la marque du véhicule, le modèle, on ne conduit pas le véhicule de la même manière. C'est très important d'avoir bien comprendre comment fonctionne son véhicule et d'appliquer les principes d'éco-conduite au fonctionnement du véhicule en question. Ouais. Oui, alors après c'est vrai que si l'entreprise veut pouvoir bénéficier des financements dans le cadre des C2E, il faut que la formation soit faite en organisme de formation, suivant le plan bien précis que nous avions vu auparavant. Donc, idéalement, c'est pouvoir travailler sur son propre véhicule. Maintenant, c'est pas toujours possible, surtout quand on veut avoir des financements C2E. Alors, on ne nous a pas posé la question, mais je vais y répondre quand même. Est-ce que c'est cher les formations éco-conduite? Dans les fiches que vous trouverez sur le site objectifco2.fr, j'ai un doute là. Bref, sur notre site, eh bien, vous verrez que ce qu'on indique, c'est que le temps de retour sur investissement des formations, que ce soit la première ou des formations régulières, est très court. Effectivement, ce sont des formations qui s'autofinancent parce que les gains sur la consommation de carburant sont très importants. Donc, il faut regarder plutôt l'ensemble des paramètres financiers plutôt que de se poser la question uniquement du financement hein, de la formation. Alors, je vais prendre une autre question qui était... Bah, tiens, je vois que notre ami Alain Chaput a répondu sur est-ce que l'éco-conduite est encore plus importante pour les véhicules électriques? Donc, Alain répond très justement que oui. Effectivement, le fait qu'il y ait des systèmes de récupération d'énergie sur les véhicules électriques fait que l'anticipation rend l'éco-conduite encore plus importante sur les véhicules électriques que sur des véhicules gazole. Et la même chose pour le GLV, hein, effectivement. Aussi, Alain répond, hein, une adaptation de la part du conducteur est nécessaire. L'anticipation est encore plus importante qu'avec un véhicule diesel, car les caractéristiques moteurs sont différentes, et notamment au niveau du couple moteur. Donc, effectivement, ça demande une formation adaptée à ce type de véhicule. Il y a Pascal Lay qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'il existe une étude d'impact dans les entreprises de transport concernant les résultats obtenus entre les entreprises qui accordent une prime à la performance et l'éco-conduite et celles qui n'en accordent pas? Eh bien, pas à ma connaissance, Pascal. Et c'est d'ailleurs un sujet qui nous intéresse beaucoup. On
On a commencé à discuter, notamment avec ma collègue Johanna Lecomte, voilà, qui est chercheuse en psychologie sociale, et Xavier Bribois, qui est donc l'un de ses éminents collègues spécialisé, lui, dans la mobilité. On a commencé à évoquer le fait d'en faire un sujet de recherche. On a commencé à l'évoquer, il n'y a aucune décision prise, mais effectivement, c'est quelque chose qui serait très intéressant de déterminer. Peut-être juste faire une remarque par rapport à ce que dit Monsieur Legrand, Guillaume Legrand. Chaque mois, nous communiquons les résultats des coperformances aux conducteurs. Dès le premier mois, nous avons constaté une nette amélioration. Par la suite, les résultats se tassent. Comment faire pour entretenir cette sensibilité des conducteurs? Et donc là, effectivement, comme le dit Alain, il est nécessaire de faire vivre le dispositif, d'où l'importance de bien manager l'éco-conduite au sein de l'entreprise, bien suivre les consommations des véhicules de façon régulière et faire le point régulièrement avec les conducteurs. Donc là, la sensibilisation est importante. Effectivement, on se rend compte que les habitudes de conduite reviennent vite et que les gains enregistrés suite à des formations disparaissent souvent un peu trop vite également. Il y avait une question qui était sur le... Elle bouge toutes très vite parce que je les ai classées par vote. Il faut que je la retrouve. Oui, voilà, c'est Monsieur Legrand qui, effectivement, disait qu'il y avait un... Ah non, c'est pas celle-là. Monsieur Legrand l'a dit, attention aux informations sur les actions charte CO2. Nous avons eu des résultats. Oui. Je crois que, en fait, ces informations, effectivement, elles sont toujours à manier avec précaution. Une entreprise qui aujourd'hui n'a pas mis en place le management de l'éco-conduite, et on en trouve encore, elle peut prétendre à des gains qui sont de l'ordre de 10%, mais ça dépend aussi de la performance de son parc véhicule. Si vous avez une flotte de véhicules très performants, très récents, le gain lié à l'éco-conduite sera peut-être un peu moindre que si vous avez une flotte plus ancienne, par exemple. Si vous avez déjà des conducteurs qui font de l'éco-conduite, un peu comme Monsieur Jourdain fait de la brosse sans le savoir, eh bien, vous risquez d'avoir effectivement des gains qui seront moindres. Et sur la question de comment maintenir la performance liée à la formation dans la durée, je pense que la communication des résultats seuls ne suffit pas. Les entreprises qui réussissent vraiment à maintenir ça dans la durée, elles font ce qu'on appelle du suivi post-formation, du coaching. Les conducteurs qui ont des résultats qui baissent un petit peu font l'objet d'un rendez-vous. Vous avez le moniteur qui va venir les accompagner pendant une demi-journée ou une journée de conduite pour les observer en conduite libre. Au bout d'un moment, une fois qu'on parle beaucoup avec le conducteur, on finit par oublier qu'on est un formateur, la personne qui nous accompagne est un formateur, et du coup on reprend ses habitudes. Donc il nous observe et puis après il nous fait un débriefing. Il y a une notion que Xavier Bribois amènera la semaine prochaine qui est très intéressante, c'est que plus le feedback est proche de l'action et plus ses résultats sont importants. Donc c'est intéressant de faire un débrief tous les mois, mais c'est encore plus intéressant de faire un débriefing juste après que le conducteur est conduit. Donc ça c'est ce qu'on appelle souvent le coaching ou le coaching éco-conduite. Peut-être une autre question, Stéphane ? Oui, Monsieur Mazard, Olivier Mazard, qui demande comment comparer la consommation de conducteurs ne conduisant pas les mêmes véhicules. Effectivement, oui, non, c'est important de faire des comparaisons à véhicules, à parcours, à activités égales. Ou correspondantes, similaires. C'est vrai, entre des porteurs ou des ensembles routiers. Et on n'a pas évoqué les véhicules voyageurs, hein, parce qu'il y a des autocars, des autobus de... La question, effectivement, ça concerne apparemment. Ouais. Oui, tout à fait. Les voyageurs. Il faut faire des groupes en fonction des types de véhicules. Après, on a aussi des conducteurs qui interviennent sur plusieurs types de véhicules. Ce qui est important, c'est de toujours faire des comparaisons avec des choses qui soient comparables. Encore une fois, le plus important, c'est le conducteur qui se compare à lui-même et à ceux qui suivent sa progression dans le temps. Et s'il y a quelque chose qui doit être mis en place par l'entreprise, c'est de donner les moyens au conducteur de pouvoir suivre son évolution. Alors, une question qui concerne la compétition entre les conducteurs. Est-ce que c'est bénéfique, posée par Monsieur Bouvier.
Effectivement, hein, comme le dit Alain, l'enjeu de compétition doit absolument être bien géré et il faut faire attention à ne pas faire de conducteurs mécontents. C'est vrai que ça peut être un problème posé, qui peut se poser parfois dans les entreprises et il faut que ce soit fait de façon adaptée, mesurée à son équipe de conducteurs. Ça, c'est important, hein, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on essaie d'apporter des réponses en se positionnant un peu comme des sachants, en étant un peu experts sur ces questions-là. La vérité, enfin, soyons très modestes, hein, c'est des sujets complexes et la compréhension des mécanismes qui favorisent le changement du comportement, hein, c'est des sujets vastes et sur lesquels il y a des travaux qui ont beaucoup progressé ces 15 dernières années. Il faut quand même le dire, ils sont encore assez peu intégrés dans les techniques de management des entreprises. Voilà, soyons prudents sur ces sujets-là. On peut avoir effectivement des effets, on peut tenter des choses qui fonctionnent très mal, voire se retournent un peu contre nous. Donc, prudence. Oui. Ouais. Non, et puis surtout que ça touche aussi, donc on en parlera plus encore la semaine prochaine, toute cette partie comportementale du conducteur. Comme le dit Gilles Dohat, la partie psychologique qui peut intervenir, les contraintes de chacun, qui peut faire qu'à un moment donné, la conduite va déraper un petit peu. Et donc, ce sont des choses importantes à prendre en compte aussi dans les suivis individuels avec les conducteurs, leur vécu notamment. Tout à fait. Il nous arrive souvent de rencontrer des responsables d'exploitation, des responsables de parc, des formateurs qui nous disent « Je sais quand un conducteur s'est engueulé avec sa femme ». Voilà. C'est un exemple qui, effectivement, le psychologique a une incidence forte sur le comportement de conduite. Donc, c'est là où quand l'entreprise a un service de ressources humaines, voilà, c'est là où tous les services, c'est ce qu'on disait, tous les services sont concernés, impliqués dans cette démarche-là, et encore plus dans ces moments-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait peut-être le tour. Toutes les questions, en tout cas celles qui ont eu beaucoup de votes. Oui, il y a une question sur les chauffeurs sous-traitants. Vous avez des véhicules qui sont donc conduits par des chauffeurs sous-traitants, c'est leur propre véhicule, ils peuvent avoir 1, 2, 3 véhicules, c'est des toutes petites entreprises. Comment les motiver pour qu'eux-mêmes pratiquent l'éco-conduite? C'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que ça doit être dans le relationnel avec eux. On peut les inciter en leur demandant simplement. Hein. Mais je pense que c'est un sujet de discussion complexe. A priori, tout le monde se retrouve dans les économies d'énergie. Un sous-traitant, il vous facturera pas moins pour son trajet s'il a consommé 27 ou 30 litres au 100. Et donc, ça peut être un bon levier de discussion avec lui. De manière générale, dans la charte objectif CO2, une action consiste à demander à ses sous-traitants de s'impliquer dans la charte en s'y engageant également. Donc, vous pouvez vous appuyer sur la charte objectif CO2 pour communiquer vis-à-vis de vos sous-traitants et les inciter à mettre en place des actions d'amélioration de la performance sur les 4 axes de la charte. Il y a une remarque récente là, de Guillaume Legrand qui nous dit que le feedback est plus facile à gérer vis-à-vis des conducteurs régionaux que des conducteurs nationaux qui ne rentrent que le week-end. Eh bien, oui, c'est vrai. On a plus de difficultés quand on ne voit pas le conducteur tous les jours, quand il rentre de manière 1 à 2 fois par semaine. On a beaucoup plus de difficultés à avoir ce suivi-là. Il y a malgré tout aujourd'hui, avec les outils de communication, des manières de gérer ça qui fonctionnent. Je pense à des entreprises qui contactent le conducteur quand il arrive en pause pour lui faire donc c'est le moniteur, qu'il soit interne ou externe, contacte le conducteur pour lui faire un feedback sur, par exemple, sa dernière heure de conduite. Et donc, on a des outils qui permettent de savoir où est le conducteur, quel est son trajet, et puis on peut suivre avec la télématique embarquée ses indicateurs de performance, même sur la dernière heure. Ça nous permet d'avoir un petit retour sur ce qui vient de se passer. Voilà une manière de le gérer. Est-ce que c'est l'idéal? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Alors, nous avons une remarque de Pascal Lahaye qui nous fait remarquer que le management peut s'avérer être important en termes d'heures consacrées dans l'entreprise. Effectivement, hein, ça demande certainement un investissement qui peut avoir un retour sur investissement qui, à mon avis, peut être intéressant. Donc, ça peut valoir le coup de passer quelques heures pour mettre en place un type de management sur l'éco-conduite dans l'entreprise pour récupérer des gains derrière. Je te rejoins tout à fait, Stéphane. Encore une fois, les achats de carburant, c'est de 25 à 30% du chiffre d'affaires des entreprises.
les actions qui permettent de réduire la consommation ont des incidences financières qui sont vraiment très importantes et il faut vraiment mettre en regard l'investissement en temps passé par rapport à ces gains. Et je crois que voilà, tout se calcule et je vous invite à faire ces calculs. A priori, le ratio est plutôt favorable. Non, bien sûr, vous êtes une entreprise de 30 véhicules, enfin 30 salariés, dont 4 personnes à l'exploitation. Les heures à passer, ce sont toujours les 4 personnes à l'exploitation qui vont devoir les passer. Donc, ça veut dire effectivement prendre du temps ailleurs ou voilà, investir en observateur. J'entends tout à fait cet argument qui est absolument valide. Ouais. Et quand on parle aussi d'un formateur référent en interne dans l'entreprise, je crois que c'est rentable à partir d'une cinquantaine, d'un effectif de 50 personnes dans l'entreprise, d'avoir un formateur référent, un seuil de rentabilité. Il est possible d'avoir recours à un formateur dont on va partager le temps de travail entre plusieurs entreprises. J'ai pas de retour d'expérience en la matière, mais j'ai souvent entendu cette idée d'avoir par un groupement d'employeurs ou en passant par un prestataire externe de pouvoir par différentes solutions juridiques, pouvoir avoir quelqu'un qui va pouvoir intervenir dans plusieurs entreprises de plus petite taille. Voilà, c'est toujours des choses qui seraient intéressantes d'explorer. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions, Stéphane, sauf s'il y en a une qui... Oui, non, je crois qu'on a dépassé largement pas mal de temps, notre temps. Donc, en tout cas, nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Nous vous rappelons que toute l'équipe du programme EVE, du dispositif Objectif CO2 est mobilisée à vos côtés pour continuer à vous accompagner dans cette démarche. Et nous vous souhaitons une très, très bonne semaine et plein de courage pour continuer dans ce confinement. Je me joins à Stéphane pour vous remercier beaucoup de votre attention et vous souhaiter le meilleur pour la suite. Petite question, enfin une proposition, si vous avez encore 30 secondes à nous consacrer, n'hésitez pas à répondre au sondage qui est dans l'onglet juste à droite des questions. Et puis, nous vous attendrons nombreux la semaine prochaine pour le webinaire avec Xavier Bribois. J'attends beaucoup pour ma part. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.